Cette conférence est appelée la source lumineuse de la vie. On s'appuie sur les travaux d'Antoine Béchamp. Un premier préambule, c'est de se poser la question. On parle de travaux là, du XIXe siècle, et déjà, au XIXe siècle, Béchamp citait Lavoisier en disant qu'il avait décrit admirablement cet état d'esprit qui porte tant de savants, aujourd'hui comme autrefois, à raisonner sur des hypothèses comme si elles étaient des vérités démontrées. Sur des hypothèses comme si elles étaient des vérités démontrées. Que disait Lavoisier ? Il n'est pas étonnant que dans les sciences physiques en général, on ait souvent supposé au lieu de conclure, que les suppositions transmises d'âge en âge soient devenues de plus en plus imposantes par le poids des autorités qu'elles ont acquises et qu'elles aient enfin été adoptées et regardées comme des vérités fondamentales, même par de très bons esprits. Sylvain insistait sur le fait que je ne suis pas dans la polémique. Je pense qu'il y a des gens formidables qui simplement n'ont pas la connaissance de certains faits. Toutes ces vérités, les scientifiques sont sur des certitudes qu'ils ont acquises par leur formation. On les a formés, on leur a appris un certain nombre de données, d'un certain nombre d'éléments, et ils basent tout leur raisonnement sur ces dogmes, en fait, qui sont pour eux des vérités. Et le problème, c'est que justement, en remontant à la source de la microbiologie en particulier, eh bien, on s'aperçoit que les choses ne sont pas du tout ce qu'elles paraissent être. L'intérêt de cette présentation, c'est justement de s'interroger. Parce qu'en fait, cette conférence n'est pas destinée seulement aux scientifiques, parce que moi, mon but premier, c'est d'amener les scientifiques à s'interroger, à prendre le recul. Mais c'est important pour tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'on ne cesse de nous dire, c'est basé sur la science. Mais quelle science ? La science contemporaine, une science qui s'est basée sur des choses qui sont des vérités acquises, et vous allez le voir, qui ne sont pas démontrées. Donc les scientifiques se sont-ils interrogés sur les fondements de leur science ? Non. Ils raisonnent sur des hypothèses comme si elles étaient des vérités démontrées. Et en remontant dans le temps, à la source de la microbiologie, au XIXe siècle, on va voir si effectivement ces vérités sont admises, sont réellement démontrées, ces vérités admises. Parce que, à la lecture des travaux d'Antoine Béchamp, on se retrouve face à un paradigme, un changement de paradigme complet. Beaucoup de gens parlent de Béchamp sans le connaître. On entend souvent, il y a une grosse confusion. Des gens parlent de Béchamp, mais en réalité, ils confondent avec Claude Bernard. Ils vont parler du terrain. Ils vont présenter le terrain face aux microbes et de se dire un terrain sain va être capable de résister aux microbes. Et ça, on pense que c'est du Béchamp. Pas du tout. C'est pas du Béchamp, ça. D'abord, Béchamp n'a jamais parlé de terrain, même si la notion de terrain est quelque chose d'important. Béchamp n'a jamais parlé de terrain. Béchamp, ce qu'il a compris, c'est l'origine des micro-organismes. Et vous verrez qu'à la fin de cette conférence, vous ne les appellerez plus microbes. Donc cette présentation, c'est en deux parties. La théorie d'Antoine Béchamp, basée sur les faits du XIXe siècle. Alors, je ne vais pas vous faire toute la démonstration. La démonstration, elle est dans le livre, qui est très concis, justement, pour mener quels sont les faits scientifiques qui mènent à cette théorie. Mais je vais essayer de vous apporter cette théorie avec un certain nombre d'éléments. Voilà. Et puis, dans la deuxième partie,
on essaiera de comprendre comment les scientifiques peuvent passer à côté. Qu'est-ce qui se passe? Et donc on va prendre du recul par rapport à la science, on va observer les faits contemporains et voir s'il n'y a pas quelque chose par rapport à ce qu'avait découvert Béchamp. On va observer les nouvelles découvertes sous un nouvel angle. Alors, qui est Antoine Béchamp? En bref, il a fait beaucoup de choses. Il est né en 1816, il est à cheval sur 2 siècles, il est mort en 1908, il avait 91 ans et demi. Il a été pharmacien, chimiste, biologiste, médecin. Je ne m'attarde pas trop sur sa carrière, qui est longue. D'autant qu'il a dû reprendre, il était pharmacien, il a dû reprendre ses études, il était élevé en Roumanie par un oncle, et il a dû reprendre ses études en France, qui n'étaient pas reconnues, donc il a passé d'autant plus de temps. Il a enseigné à la faculté de médecine de Montpellier pendant 20 ans, il est allé également à Lille plus tard. Mais ce qui est important et ce que j'en retiens, c'est le chercheur qu'il était. Et je peux vous dire une chose, c'est que moi, en lisant le livre de Béchamp, qui fait plus de 1000 pages, j'ai enfin compris ce qu'était la science. Alors, j'ai fait des études scientifiques, en biologie, en biochimie en particulier, mais c'est vraiment en lisant Béchamp que j'ai compris ce qu'était la science. C'est-à-dire que moi, je ne m'interrogeais pas. Je prenais la science actuellement, les chercheurs, les scientifiques pensent que c'est la connaissance, en fait. Le fait de savoir ce qu'on a appris, ce qu'on a dans les publications scientifiques qui sont reconnues par les pairs. À partir du moment où on s'appuie là-dessus, c'est bon, on est scientifique. Mais c'est pas ça la science. La science, être scientifique d'ailleurs, c'est un état d'esprit. C'est la recherche, c'est se poser des questions sans arrêt. Essayer de comprendre. Et surtout, s'assurer que ce sur quoi on réfléchit, c'est quelque chose qui est démontré. Partir toujours, Antoine Béchamp disait, il faut partir toujours du connu vers l'inconnu. Connu, supposant pas quelque chose qu'on a lu dans un livre, quelque chose qu'on a démontré, et dont on s'est assuré que c'était démontré. Il allait au bout du questionnement, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de quelques expériences, il faisait plein d'expériences, et chaque phénomène était important. Et même le plus anodin, il fallait trouver une explication. Et c'est dans les phénomènes les plus anodins qu'il a réussi à comprendre des choses extraordinaires. Son credo, c'était « il n'y a pas de transformation chimique sans cause provocatrice. Il ne se passe rien sans qu'il y ait une cause provocatrice. » Alors, si on remonte au XIXe siècle, je ne vais pas trop vous ennuyer avec le côté scientifique, purement scientifique. Au XIXe siècle, on est au début de la microbiologie. Donc en fait, les quelques notions qu'on peut avoir à ce moment-là, c'est quoi? C'est se poser la question, on commence à voir, il commence à y avoir des appareils, un appareillage, des microscopes, on commence à voir les micro-organismes. On commence à voir des bactéries, qui sont relativement gros. Encore, on n'est pas à la taille des virus, on est à la taille des bactéries. Et la question qu'on se pose, c'est quelle est l'origine de ces micro-organismes? Et particulièrement quand ils naissent dans les maladies. D'où proviennent-ils? Alors j'écris là, Pasteur, donc c'était 1822-1895, il est né après Béchamp et il est mort avant lui. Je dis, ils étaient d'accord sur le fait qu'on ne peut adhérer à la génération spontanée. Mais en réalité, Pasteur, au départ, il pensait que les micro-organismes naissaient comme ça de l'organisme, mais de rien. Et puis, Béchamp, il a trouvé dans l'air des germes, des petits nano-organismes,
Et là, Pasteur, il s'est dit, ah, c'est pas idiot. Finalement, ils viennent de l'air. En fait, à chaque fois, Pasteur a essayé de s'adapter. Donc, Pasteur et Béchamp étaient d'accord sur le fait qu'on ne peut adhérer à la génération spontanée à partir du moment où on s'est dit, c'est quoi la génération spontanée? C'est que les micro-organismes naissent d'un claquement de doigts dans nos organismes. À cette époque-là, ils n'étaient pas les seuls chercheurs, hein. Il y avait beaucoup de chercheurs qui se posaient la question. Et un bon nombre pensaient que ces micro-organismes naissaient dans nos organismes et adhéraient à ce qu'on appelle la génération spontanée. Alors, ils ont fait des expériences. Ils ont fait des expériences, on s'est dit, ce sont les germes de l'air ou ça naît de l'intérieur? Donc, ils ont fait des expériences à l'abri des germes de l'air. Et ils ont tous trouvé les mêmes choses. C'est-à-dire, ils ont pris par exemple, si on met du sucre avec de l'eau et qu'on le laisse à l'air, petit à petit, mais ça prend du temps. Ça aussi, c'est pour ça que les scientifiques, ils ne réalisent pas toujours que ce qu'ils voient, c'est... Ils n'ont peut-être pas pris le temps d'attendre, des fois, certains résultats d'expérience. Si on met du sucre avec de l'eau, si on le laisse à l'air, au bout d'un certain temps, on va finir par avoir des moisissures et le sucre va se transformer. Que se passe-t-il si on les met à l'abri des germes de l'air? Eh bien, le sucre avec l'eau pure, le sucre pur, eh bien, il ne se passera rien. On peut attendre longtemps, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de moisissures qui vont naître. C'est quoi le sucre? L'eau. Ce sont des matières inertes. Si on prenait du carbonate de chaux, c'est pareil, pur. On pourrait, à l'air, on voyait pourrait voir apparaître des bactéries. Eh bien, à l'abri des germes de l'air, ils ne voyaient rien. Leurs expériences, alors c'était des expériences très compliquées. Imaginez qu'ils essayaient d'empêcher les germes de l'air. Ils avaient des expériences, des montages très sophistiqués. Vous imaginez un petit peu tout l'appareillage. Ils brûlaient l'air, ils le filtraient après avec un coton qui avait été lui-même brûlé auparavant. Enfin bon, c'était très compliqué. Et donc, ils avaient, d'un point de vue expérimental, ils arrivaient à empêcher les germes de l'air d'agir. Il n'y avait pas de moisissure sur le sucre, il n'y avait pas de bactéries sur le carbonate de chaux pur. Mais quand ils prenaient les mêmes expériences, et que, à la place du sucre, ils mettaient de la viande, du lait, prélevé dans des conditions aseptiques, eh bien, systématiquement, dans les mêmes conditions, ils avaient beau tout faire pour protéger, il naissait des bactéries. Dans la viande, par exemple. Pas en son pourtour de la viande, au cœur de la viande. Avant son pourtour, ensuite en son pourtour. Au cœur de la viande naissaient des bactéries. Ah donc, génération spontanée? D'où ça vient? Et là, Béchamp, il s'est dit, ben ouais, je pensais que ça venait des germes de l'air, mais là, il se dit, non, ça va pas. Ça va pas, ça vient pas des germes de l'air. Et Pasteur, lui, il a continué à penser que ça venait des germes de l'air. Il ne s'est pas préoccupé, il n'a pas voulu voir les bactéries qui se développaient, il ne s'est pas préoccupé de chercher à comprendre. Béchamp, il s'est dit non. Pasteur, il a nié les faits. Il a confirmé ce qu'on appelle la panspermie et l'asepsie des animaux. Je vais vous lire exactement ce que c'est que la panspermie atmosphérique. Parce que c'est toujours valable en ce moment. C'est-à-dire que ça, c'était la définition de la panspermie, c'est Chamberlain en 1900, précisément. Il définissait la panspermie, la vision de Pasteur pour la panspermie. Et qu'est-ce qu'il dit? Dans la théorie de M. Pasteur, les organismes microscopiques dérivent tous de parents semblables à eux. Ils viennent de l'extérieur, où ils existent sous une forme qui diffère souvent
de celles que nous leur connaissons lorsqu'ils se développent dans les substances organiques, formes sous lesquelles on les appelle germes. Comme ces germes sont très petits, ils doivent se retrouver dans les poussières que l'air tient en suspension, absolument de la même manière que les spores des moisissures. De là le nom de panspermie atmosphérique donné quelquefois à cette théorie. Ils doivent se retrouver dans les poussières de l'air. Il ne dit pas « ils se retrouvent dans les poussières de l'air ». Ils doivent se retrouver dans les poussières de l'air. Figurez-vous que Pasteur, ces germes, il ne les a jamais vus. Deschamps, il les avait vus. Il avait des microscopes puissants, il les avait vus dans l'air. C'est pour ça qu'il pensait qu'ils venaient de l'air tout le temps. Notre époque, on pense toujours comme Pasteur, que les germes viennent de l'air. Or, on pourrait refaire des expériences maintenant, à l'abri des germes de l'air, on verrait qu'une viande finit par putréfier. Le fait de développer des bactéries, c'est la putréfaction. On verrait des bactéries apparaître. Eh bien, ce que les scientifiques diraient, c'est qu'on n'est pas plus capable d'obtenir la stérilité. C'est ce que me répondent les scientifiques. Ils ne remettent pas en question les choses, ils raisonnent sur les bases qu'ils ont et ils n'arrivent plus à revenir en arrière. On n'arriverait pas à obtenir la stérilité. Ils ne veulent pas comprendre qu'en fait, on n'est pas stérile, tout simplement. Et que ce qui naît, c'est à l'intérieur de nous. Et donc, qu'a découvert Béchamp? Lui, génération spontanée, pour quelqu'un qui dit qu'il y a un credo, qu'il ne se passe rien sans cause provocatrice, c'est pas possible. C'est pas de la génération spontanée. Pour lui, il se dit, il y a quelque chose. D'où viennent ces bactéries? Alors, il faut savoir que ces bactéries, elles n'y sont pas à la base dans la viande. Elles n'y sont pas. Elles s'y développent. Il cherche à comprendre d'où elles viennent. Et là, il fait le rapprochement avec ces germes qu'il avait trouvés dans l'air. Et il s'aperçoit que ces germes, il les retrouve aussi à l'intérieur de la viande, avant même que se développent des bactéries. Il les a retrouvés partout. Il les a retrouvés dans l'air, donc il a montré, il disait dans 1,1 litre 5 d'air, il y a plus de 100 000 germes, voilà, et bien plus des fois. Ça dépend de l'environnement. Il les a trouvés dans la craie. Et c'est là qu'il les a appelés microzyma. Il les a appelés ces germes. Pourquoi il les a appelés microzyma? Parce qu'en fait, il s'est aperçu que c'était des petits ferments. Et zyme veut dire ferment. Donc ces fameux microzyma, c'est tout simplement des petits ferments. Donc Béchamp montre qu'il n'y a pas de génération spontanée, que ces bactéries, elles naissent de quelque chose d'existant. Et donc qu'il n'y a pas de panspermie atmosphérique, c'est-à-dire que les germes ne viennent pas systématiquement de l'air et que ces bactéries ne se développent pas à partir des germes de l'air. Donc il a découvert à l'intérieur de tous les organismes vivants ces très petits ferments qui sont plus petits que les cellules. Et ça, c'est important, parce que les scientifiques, sur ces dogmes qu'ils ont acquis, pour eux, le plus petit élément vivant de nos organismes, à la base de nos organismes, c'est la cellule. La réalité, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus petit. Et à force d'expérience, il a compris, et là c'est l'essentiel de sa théorie, et ce qui échappe complètement aux gens qui parlent de Béchamp comme ça, sans avoir compris l'importance de ce qu'il a découvert, c'est que ces petits ferments, ces microzyma, sont à la base de toute matière vivante. C'est-à-dire que nous ne serions rien sans eux. Il n'y aurait pas de vivant. Il n'y aurait rien.
il n'y aurait pas de végétaux, il n'y aurait pas d'animaux, il n'y aurait rien sans les microzymas. Ce sont les microzymas qui construisent la vie. Ce sont les microzymas, alors on verra plus loin, je ne vais pas avancer trop vite. J'y viendrai après. Ces microzymas, si on parle de germes, on parlait des germes qui parlaient des... Ce sont nos germes. Ce sont les germes qui vont permettre à la plante, qui vont devenir la plante. On parle de graines germées. C'est les germes qui vont devenir la plante. Ce sont les germes qui deviennent l'individu. Ces granulations, il les a analysées dans toutes les circonstances. Quand je vous dis qu'ils sont à la base de tout individu, il a pris il a observé ces microzymas depuis l'ovaire de la poule pour voir la formation de l'œuf. Il les a observés ensuite dans l'œuf, dans le jaune d'œuf, pour voir la formation de l'embryon. Et systématiquement tout par deux. Ensuite, il les a extraits de différents centres vitaux. Par exemple, le foie, le pancréas, les glandes salivaires. Il les a extraits et il s'est rendu compte qu'ils étaient capables de remplir les fonctions du centre vital. Dans le foie, par exemple, les microzymas réagissent sur le sucre. Dans le pancréas, ils vont réagir sur les protéines. Et là, c'est bien la preuve. Parce que les scientifiques disent, les scientifiques, quand on leur en parle, ils disent oui, mais c'est vieux. Et puis de toute façon, les expériences à cette époque, elles n'étaient pas valables. Mais, donc on n'avait pas obtenu la stérilité correctement et que c'était bien des germes qui apparaissaient. Mais comment pourra-t-il être spécifique d'un centre vital si elles viennent de l'air? C'est pas possible. C'est bien la preuve qu'elles sont. Et il a montré, c'est même son fils qui travaillait avec lui, qui montrait qu'elles acquéraient cette spécificité au fil du développement de l'embryon et puis avec l'âge. C'est-à-dire qu'au départ, ils étaient des microzymas souches et petit à petit, au fur et à mesure du développement des différents centres vitaux, par les microzymas eux-mêmes, finalement, ils acquéraient cette spécificité du centre vital. Donc il ne s'est pas contenté de les observer, parce que déjà il fallait avoir un microscope très puissant pour les observer. Hein. Il avait un microscope x700, avec il utilisait aussi il rajoutait une cellule à immersion ça devait doubler encore l'observation. Donc en fait, ce sont des très petits ferments. Microzymes, c'est pour ça qu'il leur a donné ce nom-là, qu'ils produisent des enzymes. Donc il s'est rendu compte qu'en fait, tous les microzymas produisent des enzymes. Et je peux même vous dire, si j'en déduis de son travail et de ses travaux, c'est que le critère de la vie, parce qu'actuellement les scientifiques, demandez-leur si une particule est vivante ou pas, des fois ils ne vont même pas se poser la question. Est-ce qu'une particule est vivante ou pas? Eh bien, une particule qui est capable de produire des enzymes, même après plusieurs lavages, cette particule est vivante, obligatoirement. Donc, il réalise les fonctions propres au centre vital dont il les extrait, sachant que Béchamp avait analysé ainsi les fonctions des cellules qu'ils reproduisent, c'est-à-dire que Béchamp avait déjà étudier les métabolismes des différents centres vitaux en prélevant des cellules. Et quand il a eu les microzymas, qu'il a extrait les microzymas, alors c'est tout un travail, ils sont très solides les microzymas, donc d'un point de vue chimique, il faisait des décantations, il faisait des traitements, et puis il décantait à nouveau jusqu'à retrouver ces très petits nano-organismes, ces toutes petites granulations.
Et là, après, ben, il pouvait tester sur différents éléments. Donc des sucres, des protéines, ce qu'il appelait matières aluminium. Et il a montré que les microzymas reproduisaient les fonctions qu'il avait trouvées pour les cellules. Et c'est là qu'il a réalisé qu'en fait, c'était les microzymas à l'intérieur des cellules qui réalisaient les fonctions. Et que la cellule, elle est faite uniquement, elle permet de préserver le milieu dans lequel les fonctions se réalisent. C'est juste une protection, la cellule. Voilà. Et les cellules ne sont que provisoires, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une cellule est abîmée, elle va se décomposer. Vous savez ce que donne la cellule quand elle se décompose? Elle donne des microzymas. Il a montré que donc les microzymas pouvaient produire des cellules. Donc il n'a pas réussi à le montrer sur l'homme ou sur l'animal. Il a montré là il a déduit que dans nos organismes, c'était les microzymas qui formaient les cellules, parce que les microzymas forment tout dans nos organismes. Ils sont au tout début de l'embryon, et tout naît d'eux. Donc forcément, les cellules et toutes les structures qu'on a ensuite. Mais il a essayé de construire des cellules, et s'est rendu compte qu'il pouvait construire des cellules ou des micro-organismes. Et voilà nos bactéries qu'on retrouvait dans la viande. Mais j'ai bien mis où? Parce que c'est en fonction du milieu. Tout est une question de milieu. Je vous montre par exemple, en fonction du milieu, il a placé des microzymas dans ce qu'on appelle la mer de vinaigre. C'est une espèce de gélatine sur le vinaigre, qui apparaît sur le vinaigre, et qui contient des microzymas. Et il l'a placé. Voilà, alors si vous voyez, il y a des tout petits points, et puis des petits traits. Et en fait, les petits points, c'est les microzymas. Et ce que vous voyez, c'est des microzymas. Les petits traits que vous voyez, c'est des... Alors, est-ce que vous voyez ma souris? Oui. Voilà. Là, c'est des microzymas qui se rapprochent les uns les autres et qui commencent à former des bactéries. Voilà. Là, au fur et à mesure, dans le même milieu, là, au fur et à mesure, les bactéries se développent. Il y en a de plus en plus et de moins en moins de microzymas. Voilà, jusqu'à la taille de l'Heptotrix. Et je disais, donc, dans l'émission que j'avais faite sur Toxin avec Alexandre Cugnage, je disais, j'osais dire, je pense même que les vers des composts proviennent des microzymas des végétaux. Et c'est à ce moment-là que Sylvain me dit, mais dis-moi, lors d'une réunion, la dame qui me parle de vers qui naissent de la viande à l'intérieur d'un four. S'ils sont capables de former des leptotrix, pourquoi ils n'iraient pas jusqu'à former des vers? Il y a autre chose, c'est dans un livre de Bruce Lipton. Il y a Bruce Lipton qui parle d'un ver qu'on a trouvé et qui a un ADN cellulaire qui est très proche de la taille d'un ADN humain, dans un petit ver. Et donc, avec ces mêmes microzymas de mer de vinaigre, il a trouvé le milieu dans lequel ils arrivaient à produire des cellules. Dans un cas, on a des bactéries, dans l'autre cas, on a des cellules. C'est deux milieux différents. Alors, le milieu dans lequel il arrive à produire des cellules, c'est un bouillon de levure sucrée. Il n'obtient pas les deux en même temps. C'est vraiment une question de milieu. Il y a un milieu qui va favoriser, donc sans doute réduit pour ceux qui connaissent un petit peu la chimie, un milieu réduit dans lequel peuvent se développer facilement des bactéries, réduit par opposition à oxydé. Et donc, voilà, dans lequel on produit des bactéries. Et sinon, dans un milieu plus équilibré, peut-être un peu plus légèrement oxydé, légèrement alcalin, je ne sais pas. Ça va dépendre du type de cellule à produire, puisque ça va dépendre de la spécificité de la cellule, en fait.
Donc je vous disais, ces microzymas, ils sont présents dès l'œuf. Et ces microzymas, on les retrouve dans le vitellus. C'est ce que j'ai mis J'ai mis ça sur mon livre. Parce que ça me paraît important, parce que c'est de là que part l'individu. C'est de là. Dans le vitellus, alors le vitellus, c'est le jaune d'œuf. Le vitellus. Le vitellus, c'est l'équivalent de l'ovocyte, c'est la femme. C'est le point de départ, c'est le point de départ de l'œuf, et une fois qu'il est fécondé, par la suite, il va être fécondé, il va donner une ovule, etc. C'est pareil, là, le vitellus, il va être fécondé, et ça va donner un embryon. Et qu'est-ce qu'on a dans le jaune d'œuf? Des microzymas. On a nos petites granulations qu'on a dès le jaune d'œuf. Et pour le prouver, il y a une expérience qui est très intéressante et qui explique aussi que l'organisation, vous savez, on s'appelle organisme vivant. L'organisation est indispensable pour que les conditions soient réunies et permettent un développement de l'individu. Alors, il y a un certain monsieur Donné qui lui a suggéré d'essayer de désorganiser un œuf pour voir ce qu'allait se passer dedans. Mais essayer de désorganiser un œuf de poule, je crois que vous n'y arriverez pas sans casser la coquille, c'est très difficile. Essayez de mélanger le blanc et le jaune d'un œuf, c'est très difficile. Donc il a essayé avec des œufs d'autruche. Et l'expérience moi je la trouve vraiment passionnante, cette expérience, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup comment Antoine Béchamp la raconte, donc je vais vous la raconter. Voilà. En fait, il secoue l'œuf, et qu'est-ce qui se produit? Je vous ai dit, les microzymas, ce sont des petits ferments. Eh bien, si on mélange le blanc et le jaune, il se produit une putréfaction. Je lis le texte d'Antoine Béchamp. Ah, certainement l'œuf est organisé, savamment organisé. Et que de précautions pour que rien ne vienne troubler naturellement l'ordre admirable qui règne. Les embryologistes ont admirablement décrit toutes ces parties. Je ne vous ai pas mis toutes les parties, mais alors lire le texte de Béchamp, c'est un plaisir. Et je ne regarde plus les œufs de la même façon depuis que j'ai lu ça. Voilà. Mais après avoir noté tous ces arrangements merveilleux, ont-ils cherché ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf? C'est ce que j'ai mis sur mon livre là. Ce qui est doué d'activité transformatrice dans l'œuf, ce qui est vraiment vivant. Ce qui tisse les cellules, les tissus de l'être qui en proviendra. Et s'ils l'ont cherché, l'ont-ils reconnu? Parce qu'il faut savoir que, à l'heure actuelle, les scientifiques, qu'est-ce qu'ils analysent dans l'œuf? Ils vont aller chercher l'ADN, ils vont aller chercher des matières inertes. Toutes les protéines, toutes les molécules, ce sont des matières inertes. Ce n'est pas du vivant. Ils n'ont pas pensé à aller chercher le vivant dans l'œuf. Pour eux, l'œuf est vivant, mais ils ne sont pas allés chercher ce qui allait produire le nouvel individu. En attendant que je réponde à ces questions, demandons-nous ce qui arrive quand on brouille tout dans l'œuf par de vives secousses. Il arrive que ce qui, dans le plan divin, constituait un arrangement prémédité, quelque chose de structuré, de bâti en vue d'un but déterminé, a été détruit. De façon que les choses qui dans l'édifice étaient destinées à rester séparées ont été confondues. Par la suite, le résultat voulu n'est plus atteint, bien que la matière nécessaire soit encore présente. Je disais qu'on analyse actuellement la matière inerte à l'intérieur de l'individu. Là, la matière, elle est là. Mais elle n'est plus capable de produire un individu.
Qu'y a-t-il donc de changer les conditions? Peu de choses en apparence, mais l'indispensable en réalité. Ce sans quoi la matière restera stérile. Pourtant, ce qui tout à l'heure était capable de produire un poulet, avec son devenir, est-il absolument détruit par le fait d'avoir secoué l'œuf? Sans doute c'est un cadavre d'œuf, pour parler comme M. Donnet. Mais au sens chimique, est-ce un cadavre? Non, puisqu'une activité se manifeste. Souvenez-vous le credo. Le credo, il n'y a aucune réaction chimique sans cause provocatrice. Et c'est quoi cette activité qui se manifeste? C'est la putréfaction. Il retrouvait plus de sucre à la fin au moment où il a mesuré, il a fallu près de 6 mois. Hein. Je dis, les expériences, ça ne se fait pas comme ça non plus, on ne démontre pas tout comme ça. Il n'y avait plus de sucre. Par contre, il a mesuré du gaz carbonique, il a mesuré, il y avait de l'alcool, il y avait tout ça. Il s'est produit quoi? Une fermentation. Une fermentation par les microzymas du vitellus, qui ne se sont pas transformés en bactéries, parce que la putréfaction, ils sont capables de la produire, ils sont même responsables de la putréfaction. Pour bien comprendre, le microzyma, c'est l'élément vital percé en soi. Les scientifiques pensent que c'est la cellule, toujours, actuellement. Non, ce n'est pas. L'élément vital, ce qui est à l'origine des organismes, c'est le microzyma. Ils sont à l'origine de tout organisme vivant, végétal ou animal. Il n'y aurait pas d'organisme vivant sans microzyma. Alors, il y en a qui vont vous dire, oui, mais les cellules, elles proviennent toujours d'autres cellules. Voilà, la mitose, on appelle ça. Voilà, par exemple. Eh bien non, pas les cellules embryonnaires. Pas les leucocytes, pas les cellules embryonnaires. Pas non plus les gamètes. Elles ne sont pas formées par une autre cellule. Elles sont formées par des microzymes, par des granulations. Que ce soit les spermatozoïdes, que ce soit l'ovocyte. Elles sont formées par des granulations. Et les leucocytes, on aura l'occasion d'en voir tout à l'heure. Vous allez voir à quel point ils sont formés de microzymas. On le voit clairement là. Donc cet élément, il est propre à l'organisme vivant. C'est-à-dire que les microzymas qu'il y a en moi, c'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur, ce sont les miens. Et ils sont propres au centre vital. C'est-à-dire que si je prends des microzymas du pancréas et que je les mets dans le sang, je meurs. Ouais. Microzymas du pancréas, ils attaquent les protéines. Et ils vont tuer, il a fait les expériences, hein. Pas sur des êtres humains, sur des chiens. Mais bon, c'est vrai que l'expérimentation animale, il y en a eu. Hein. Donc, ils sont propres au centre vital dont ils sont extraits. Et donc, ils nous construisent complètement. Ils nous animent par la suite. Parce que tout ce qui se passe dans nos organismes, ils réalisent nos fonctions, c'est eux qui le font. Et à notre mort, eh bien, ils nous putréfient. Vous voyez ce qui s'est passé pour l'œuf? L'œuf était mort parce qu'il a été désorganisé, il était mort. Eh bien, l'œuf a été putréfié par ses propres microzymas. Et là, on ne peut pas dire autrement, c'était dans une coquille. Ça ne veut pas dire que lors des putréfactions, il n'y a pas des germes de l'air qui interviennent. Hein. S'il y a des germes de l'air qui... Les microzymas, ils sont le principe de base de toute putréfaction, à laquelle ils survivent. Les microzymas qu'il avait retrouvés dans l'œuf
après avoir secoué l'œuf, après avoir fait toute son analyse, les microzymas étaient toujours vivants. L'œuf était mort, mais les microzymas étaient toujours vivants. À la fin de toute putréfaction, les microzymas nous survivent. Et comme je disais tout à l'heure, une cellule qui se détruit, qu'est-ce qu'elle donne? Elle redevient microzyma, qui vont servir à autre chose dans l'organisme, reformer des cellules, une belle cellule toute neuve. Bon, et bien pareil que les cellules. Une bactérie qui se détruit va redonner des microzymas. Une cellule qui se détruit va redonner des microzymas. Et tout organisme vivant, nous-mêmes, les végétaux, redeviennent microzymas. Et tu redeviendras poussière. Ça vous dit quelque chose, c'est une poussière vivante. Et voilà pourquoi cette poussière vivante, dans le compost, elle peut, en fonction du milieu, former de nouveau des bactéries, des moisissures. Tout va dépendre du milieu. Tout est une question de milieu. Lors de la putréfaction, là je note un peu, les cellules sont les premières à disparaître, libérant quantité de microzymas qui peuvent évoluer en bactéries et qui, à la fin, retrouvent leur forme première, en fin de putréfaction. Et je disais, entre parenthèses, de microzymas ou d'exosomes. Ça, c'est une petite référence à la science contemporaine, même si j'y reviendrai tout à l'heure. C'est Stefano Scoglio, qui est un microbiologiste, qui, lors d'une conférence, disait, quand il parle des microzymas ou des exosomes, on ne sait jamais de quoi il parle. En fait, pour lui, c'est la même chose. C'est-à-dire que les scientifiques découvrent actuellement des particules, ils appellent ça vésicules extracellulaires, etc., des particules, et ils ne connaissent pas les microzymas de Béchamp, donc ils ne font pas le rapprochement. Alors, l'expérience du petit chat. L'expérience du petit chat, il enterre un petit chat nouveau-né dans du carbonate de chaux, chimiquement pur, précipité, créosoté, en fait c'est de l'acide phénique, c'est aseptique. Le tout placé dans un bocal de verre, à l'abri des poussières, où cependant l'aération pouvait se faire. Au bout de 7 ans, on examine le résultat. Les couches supérieures du carbonate de chaux sont intactes. Mais où se trouvait le cadavre, les choses changent d'aspect. Du petit chat, il ne reste plus que quelques débris de ses os. Tout le reste, même les poils, avait disparu. Le carbonate de chaux examiné au microscope avait l'apparence de la craie, sauf les petits cristaux d'aragonite qui s'y voient habituellement. Les microzymas s'y reconnaissaient aisément à leur forme, à leur aspect brillant. C'est une sorte de craie artificielle. Vous vous souvenez, je vous avais dit que Antoine Béchamp avait découvert les microzymas donc, dans l'air, puis ensuite il les a découverts dans la craie. Et ces microzymas qu'il a retrouvés dans la craie, il a réussi à les faire se multiplier. Et en faisant cette expérience, et en toutes les expériences qui conduisent au fait que, je disais précédemment, tout organisme vivant est réductible aux microzymas, à la fin de chaque putréfaction, de végétal, d'animal, qu'est-ce qu'on a? Des microzymas. Il en a déduit que les germes de l'air, que ceux qu'on retrouve dans la craie également, les microzymas qu'on retrouve dans la craie, sont les restes des organismes vivants, végétaux, animaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais vous ne voyez plus les microbes de la même façon, là. Ce qu'on a, c'est des ferments qui ont une origine végétale, animale, qui sont dans l'air et qui jouent leur rôle de ferment. Tout simplement. Ainsi, de tout l'organisme, il ne restait comme témoin que la présence des microzymas, de même que les microzymas géologiques des terrains sédimentaires ne sont que les restes des organismes enfouis en eux. C'est-à-dire que ceux qu'on retrouve dans la craie, ce sont des organismes qui datent de très longtemps, sans doute.
et qu'il a été capable de faire se multiplier à nouveau ou fermenter, et sont toujours vivants, préservés par la craie. Et voilà le mouvement circulaire de la matière. À la mort d'un organisme, les microzymas le putréfient avec une aide extérieure, éventuellement, qui n'est pas indispensable, puis libérés dans la nature, toujours vivants, ils agissent alors comme des ferments autonomes. Ce que l'on retrouve dans l'air sont les restes des organismes vivants, animaux, végétaux. Et ce sont des ferments. Et on ne peut plus les appeler microbes après ça. C'est pas possible. Et ce qui est important, ils continuent à vivre, ils sont des ferments, et ils ont un rôle très important. C'est eux qui nettoient la Terre. C'est eux qui nettoient la matière organique sur Terre, qui la ramènent à l'état minéral. La phrase, le dicton de Béchamp, qu'on entend souvent et que souvent est mal compris, « Rien n'est la proie de la mort, tout est la proie de la vie ». La putréfaction, ce sont des éléments vivants qui vont... Voilà. Si vous comprenez bien, donc, et j'ai oublié de dire quelque chose par rapport au mouvement circulaire de la matière, le fait que ces ferments qui sont dans l'air, ils ont un rôle essentiel pour l'équilibre de la Terre, de ramener la matière organique à l'état minéral. Lynn Margulis a écrit un livre qui s'appelle « L'univers bactériel » de Lynn Margulis, mais elle ne connaissait pas les microzymas de Béchamp. Mais elle a compris l'importance, le rôle des bactéries sur Terre qui rétablissaient un équilibre certain, voilà, qui ont un rôle essentiel. Et en fait, ce sont les microzymas qui ont ce rôle essentiel. Voilà. Donc, ces petits ferments de vie, moi je les appelle des ferments de vie, ils nous construisent, et dans ces cas-là, ils travaillent ensemble à nous construire. Et à notre mort, eh bien, ils redeviennent autonomes et ils jouent leur rôle de ferment et ils ramènent notre matière organique à l'état minéral, avec l'aide d'autres, puisqu'il y en a d'autres qui ont été lâchés dans la nature et qui les ferments se nourrissent quand ils putréfient. C'est une nourriture pour eux. C'est leur manière d'assimiler et de désassimiler ensuite. Et c'est là que toutes les transformations chimiques dans nos organismes, notre métabolisme, toutes les transformations chimiques, ce sont des fermentations. Elles ne peuvent se faire sans ces petits ferments. Et la santé dans tout ça? Eh bien, la santé, oui, on parlait un microbe, une maladie. Non, on n'est pas du tout là-dedans. La maladie, c'est un déséquilibre. C'est juste un déséquilibre qui va provoquer, qui va changer le milieu intérieur, ou parce que le milieu intérieur est changé, il va y avoir un développement de bactéries, ou peut-être même pas. Et s'il n'y a pas de changement, ça peut être des microzymas morbides. Et c'est quoi les microzymas morbides? C'est des virus. Mais ça reste les nôtres. Donc, suivant le type de déséquilibre, on va avoir formation de telle ou telle chose, mais on n'a pas un microbe, une maladie. Non, ça n'a rien à voir. Les microbes rencontrés, finalement on utilise encore le terme de microbes, mais on devrait dire les micro-organismes rencontrés dans les maladies, ne sont pas leur cause, mais ils sont produits par le terrain déséquilibré du malade. C'est le professeur André Fougerous qui dit ça. Il a fait la préface de mon livre. Voilà, j'aime beaucoup André, et puis je pense à lui parce que ça va pas trop bien pour lui en ce moment. Les microzymas, donc ils exécutent leur fonction vitale grâce au maintien du milieu propre à la fonction dans les cellules dédiées. Je disais, le rôle des cellules, c'est ça. C'est de leur permettre d'exercer leur fonction correctement, de la manière la plus efficace possible. Et entretenir sa santé, c'est maintenir ses milieux sains.
l'ensemble de ces milieux. Il faut se dire que pour chaque fonction, les milieux sont différents. Et effectivement, si on veut maintenir l'ensemble, on va parler du terrain dans son ensemble. Voilà. Mais ce sont tous des milieux différents. Donc, je vous résume. La théorie de Béchamp. Alors, c'est un cadeau que je vous fais, parce que justement, Béchamp, il a écrit des livres, mais il s'étalait tellement sur toutes ses expériences que pour arriver à en ressortir sa théorie, c'est quelque chose finalement qui n'est pas simple. Et c'est vraiment en ayant lu, approfondi, que petit à petit, on met les choses en place et qu'on arrive à en ressortir quelque chose. Et donc, c'est dans ce but que j'écris un livre concis pour essayer de ressortir l'essentiel, pour plus qu'on passe à côté. Donc, la théorie de Béchamp, je la résume là en quelques points. Le plus petit élément vivant dans les organismes n'est pas la cellule, mais un très petit ferment de vie, le microzyma. Le microzyma est l'élément sans lequel aucune matière ne peut être vivante. Les microzymas sont à l'origine des gamètes, puis de l'œuf et de tout ce qui constitue des organismes vivants, animaux, végétaux. Ils se spécifient au cours du développement de l'individu. Les microzymas réalisent les fonctions de l'organisme dans des cellules dédiées dans lesquelles le milieu propice à la réalisation de leurs fonctions est préservé par homéostasie. En cas de déséquilibre, les microzymas, par polymorphisme, par transformation physique, peuvent prendre la forme de bactéries diverses ou d'autres microbes en fonction du milieu. Ils sont propres à l'organisme. Et les microzymas nous survivent et nous putréfient. Je devrais dire l'inverse, nous putréfient et nous survivent, quoique ramenant la matière organique à l'état minéral. Et donc les microbes que l'on retrouve dans l'environnement sont les restes des organismes vivants à différents stades d'évolution, fonction du milieu. Et donc là, on se pose la question, comment la science peut passer à côté ? Donc, eh bien, je me suis plongée dans les dernières découvertes et j'ai cherché à comprendre. Et le problème, c'est que oui, la science contemporaine a suivi la voie Pasteur, qui niait le vivant en nous. Il n'a pas voulu le voir. Il n'a pas forcément été de mauvaise foi, je ne sais pas, peu importe. Il a nié le vivant. Et d'une manière classique, les scientifiques observent la matière inerte, l'analyse. Donc c'est formidable tout ce qu'ils font, le travail des scientifiques sur toute la biochimie, les analyses, c'est phénoménal, hein, tout le travail qui a été fait. Mais on est sur la matière inerte. On ne sait pas qu'est-ce qui produit ces réactions. La plupart du temps, ils ne voient pas les microzymas avec les moyens qu'ils utilisent. Parce qu'en plus, on a tendance, mais ça va devenir très difficile. Parce que là, ces derniers temps, il y a eu des évolutions de matériel microscopique. On ne peut plus passer à côté. Et le problème, c'est que maintenant, on les voit. Et on a tellement pris l'habitude de les ignorer qu'on continue à les ignorer. Alors, oui, justement, je vais vous montrer des choses. Je vais peut-être avoir un peu de mal à passer sur Internet, mais je vais vous montrer tout ça. Les scientifiques, actuellement, ils figent le sang, ils le fixent, ils le colorent, la plupart du temps. Quand on l'observe à la microscopie électronique, c'est pareil, hein, on a tout figé, on a tout, voilà. Et ce qu'on observe, on ne sait pas d'où ça vient. On ne sait pas ce qu'on observe. Si on observe une granulation en microscopie électronique,
Qui me dit qu'elle vient de l'extérieur ou de l'intérieur? Rien. Mais lorsqu'ils les voient, ils les ignorent et ils interprètent avec leurs références. Par contre, s'ils avaient connaissance de ces travaux, ça pourrait peut-être changer les choses. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à les y intéresser. Ils sont persuadés que... Ils n'imaginent pas qu'il y a tant à en apprendre. Ils sont... Et ils sont bloqués donc par la théorie cellulaire, que la cellule est l'élément vivant de base, et donc tout ce qui est plus petit pour eux, ça va être quelque chose, et qui est vivant, ça va être quelque chose qui se sera introduit dans nos organismes. Par déduction. On vous dit, le plus petit élément, c'est la cellule. Le plus petit élément vivant, c'est la cellule. Si vous trouvez quelque chose de vivant plus petit dans vos organismes, vous allez vous dire, ça s'est introduit. C'est logique. Mais le problème, c'est qu'un scientifique, il doit se poser la question, est-ce que, éventuellement, je n'ai pas à remettre en question la théorie cellulaire? Ce serait la première chose à faire. Et donc, depuis le dogme de l'asepsie, tout élément vivant en nous, plus petit que la cellule, est désormais considéré étranger. Et donc, les interprétations en conséquence. Donc, je disais, les particules nanométriques trouvées lors de maladies et jugées arbitrairement étrangères à l'organisme ont donné les virus. Mais du coup, si on sait que c'est à l'intérieur de l'organisme, que ça vient de l'organisme, ça ne peut pas être la cause de la maladie. Mais c'est temporaire. Et c'est lié peut-être au fait d'être malade, mais c'est en réaction au déséquilibre interne. Alors oui, il y a un truc énorme, il y a un truc absolument énorme. Vous savez, vous avez entendu parler de l'ATP, de l'énergie, peut-être un petit peu. On dit que c'est fait par des mitochondries. On dit que c'est fait par des mitochondries. Je ne vais pas revenir sur le terme de mitochondrie. Jules Tissot, il a remis en question ça, la cytologie. Mais alors, ce qui est énorme, et vous vous souvenez, il n'y a pas de vivant plus petit que la cellule dans nos organismes. Et là, ils sont bien embêtés. Parce qu'ils s'aperçoivent que ce métabolisme énergétique, il ne peut être que fait que par une petite bactérie. Tiens. Et donc, faut interpréter. Alors, une archéobactérie vit en symbiose dans nos cellules et fabrique notre propre énergie, notre propre ATP. Comme si les cellules n'étaient pas capables de fabriquer. On est obligé d'avoir quelque chose d'extérieur pour fabriquer notre énergie. Il faut interpréter. Donc, c'est ça. La science, elle part sur des choses fausses, et à partir de là, on interprète tout sur ces choses fausses. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'imbroglio dans lequel est la science. Mais alors là, cette histoire de bactéries, en plus, c'est une image sympathique. Le fait d'être en symbiose, c'est chouette, donc c'est sympathique, mais voilà, ce sont simplement des microzymas qui fabriquent notre énergie. Et je vous apporterai la preuve tout à l'heure. Et ces fameux exosomes dont je vous parlais tout à l'heure, donc il y a qui sortent des cellules, des exosomes, des vésicules extracellulaires, c'est des particules que l'on retrouve et pour lesquelles il y a beaucoup de recherches depuis quelques années dessus, et ils n'arrivent pas de trouver des choses vraiment très très intéressantes sur ces particules. Elles ont plein de fonctions, elles sont capables de faire plein de choses. Et est-ce que se sont posé la question, est-ce que ce sont des particules vivantes? Ben non, on ne peut pas se poser cette question puisque c'est la cellule qui est vivante. C'est plus petit que la cellule. Donc pour eux, ça vient de la cellule, mais c'est un résidu de la cellule. Est-ce que ces particules sont vivantes? Ils ne se sont pas posé la question. Pourtant, ces particules, elles produisent des enzymes, et je disais, c'est le critère. Hein. Et puis je suis sûre que si
ils cherchaient à refaire les expériences de Deschamps, ils arriveraient à les multiplier, arriveraient donc à produire des enzymes déjà, et que ce sont probablement les microzymas et les ferments. Alors, les mitovésicules, alors justement, je voulais vous montrer, bon, je ne vais pas montrer la publication là, mais par contre ça, vous vous souvenez de la mitochondrie qui fabrique l'énergie. Elle est censée être dans la cellule. Elle fabrique l'énergie de la cellule. Elle est censée être dans la cellule. Et bien là qu'on en découvre en dehors de la cellule. On est bien embêté. La mitochondrie, c'est un élément de la cellule. Eh bien, comment on va expliquer ça? Les vésicules extracellulaires transportent des mitochondries pour les transporter d'une cellule à l'autre. Voilà, on ne veut pas comprendre qu'il y a des petits éléments en dehors de la cellule qui sont capables de produire de l'énergie et qui sont tout simplement des microzymas. Voilà. Ben, vous voyez ces points rouges. Ces points rouges, en fait, on a coloré une protéine qui du métabolisme énergétique. Et voilà qu'on en trouve en dehors de la, on en trouve en dehors des cellules. Là, c'est des cellules là. On en trouve en dehors des cellules, et alors là, on remet toujours pas en question les dogmes. On se dit, ça doit être transformé. On interprète par rapport à l'existant. Mais on trouve clairement des microzymas doués de la capacité de fabriquer l'énergie. Et donc, en fait, oui, les scientifiques, ils redécouvrent les microzymas de Béchamp petit à petit, mais ne pensent pas s'interroger sur la validité de leur dogme. Et je ne sais pas comment on peut arriver à leur faire connaître, parce qu'ils sont persuadés de connaître Béchamp, de savoir, je vous dis, cette vision un petit peu intermédiaire, entre thèse et antithèse, intermédiaire, voilà, la notion de terrain, c'est quelque chose qui est admis maintenant, et puis le terrain, l'individu est capable, s'il a un bon terrain, de résister aux microbes. Voilà, c'est ça la vision qu'on a de Béchamp. Et il ne se doute pas de l'importance de ce qu'il y a à découvrir. Observez les microzymas du sang. Celle-ci, je vais vous la montrer. Voilà. Alors, on les voit bien, hein? Si on prend un microscope à fond noir, on les voit bien. Là, on est quand même à x4000. Hein. Mais même à x1000, on les voit bien aussi. Et regardez ce qu'on voit là. Alors, attendez, ça va trop vite. Ce qu'on voit là, c'est un leucocyte. Et regardez bien, je reviens en arrière, regardez bien les microzymas qui bougent à l'intérieur. Et le docteur là, c'est des analyses de sang, il explique qu'on est dans un organisme sain. Incroyable, hein? On est dans un organisme sain et on a plein de ces petits, ce qu'on appellerait virus en temps normal. On en a plein. Qui plus est, on en a plein, les leucocytes en sont formés. Et ça, Béchamp disait déjà. Donc, on parlait du jeûne tout à l'heure. C'est Walter Longo, c'est un scientifique qui travaille sur le jeûne, justement. Et il cherchait à comprendre pourquoi, à la fin du jeûne, il y avait moins de leucocytes dans le sang. Ils avaient disparu. Et dès qu'on recommence à manger, les leucocytes réapparaissent. Et d'où ils viennent? Il se pose la question, d'où ils viennent? Et on le voit qu'ils sont constitués de microzymas. C'est les microzymas qui les forment. Voilà. Et ça prouve que là, les microzymas, et oui, et le docteur là, qui faisait la vidéo sur le sang, il disait qu'on la leucocyte remplissent bien leur fonction, ces petits éléments, ces petites particules qui sont là, sont présentes. Ok. Et en fait, la fonction du sang, c'est l'immunité. Qu'est-ce qui se passe quand on mange? Vous connaissez la leucocytose alimentaire? On a, à la fin du repas, c'est dans un repas très copieux, on va avoir plein de leucocytes qui vont se former. En fait, c'est les microzymas qui font leur boulot en temps normal,
Là, ils ont trop de boulot, ils vont fabriquer des leucocytes pour être encore plus efficaces. Regardez un peu ça. Voilà un sang malade. Regardez ça. Les microzymas qui forment des bactéries dans le sang. On va le voir en plus gros après, les bactéries qui sont formées par les microzymas dans le sang. Regardez ça. Là, celle-ci, là. Une bactérie. Et on voit les petites granulations, et c'est les granulations qui ont formé les bactéries. Et ça, les scientifiques, ils le voient. Mais qu'est-ce qu'ils vont penser, à votre avis? Et qu'est-ce qu'ils pensent, les scientifiques, quand ils voient ça? Avec leur manière de raisonner, leur manière de penser. Les scientifiques voyant ces bactéries en construction sont persuadés que des germes se sont introduits. Et pourtant, vous avez vu sur la vidéo précédente, ils sont là dans un organisme sain. Mais ce n'est pas les mêmes qui vont voir ça. Je ne sais pas. Mais en France, on n'utilise pas le microscope à fond noir. Voilà. Ils vont croire que des germes se sont introduits. Et à force de les voir, ils vont finir par s'habituer à les voir. C'est normal. Ah, vous avez... Mais non, mais c'est normal dans le sang de voir ça. Voilà. On ne se pose pas la question, on ne revient pas en arrière. Et qui apporte la preuve de cette introduction? On croit que c'est des germes qui sont introduits. Jamais on apporte la preuve de cette introduction. Donc moi, les premières questions que je me suis posées, j'ai lu Béchamp en 2017. Je me suis dit comment on peut passer à côté, c'est pas possible. Et au fur et à mesure, j'allais voir des publications scientifiques sur certaines maladies, et je me dis de quoi ils partent. Mais ils partent de certitude. C'est-à-dire, ils partent d'un élément qui est censé être la cause de la maladie, point. C'est une certitude, ils sont là, et tout leur développement derrière, toute leur recherche part de là. Mais qui apporte la preuve? Personne. Et donc la génétique. Je ne vais pas vous montrer la publication scientifique, mais vous pourrez aller regarder. Le diaporama, et Sylvain a le diaporama, tout le monde pourra le récupérer, ceux qui le souhaitent. Non, ça t'embête, Sylvain? Voilà, ceux qui veulent, parce qu'il y a les liens dessus, si vous voulez aller voir les choses, voilà, vous aurez ça. Voilà. Alors là, c'est même un scientifique qui était en train, dans des commentaires, et on échangeait, et puis il était en train de se débattre, parce que c'était difficile de remettre en question sa science. Hein. Et il me dit, bah, tout de même, là, j'ai trouvé telle publication, là, 2013. 2013, la publication. L'ADN auto-assemblé par des granulations dans le vitellus. Je disais que tout part des microzymas. L'ADN du nouvel individu, c'est pas le même que celui de ses parents. Il va en hériter, il va y avoir des choses communes, mais il va y avoir un nouvel ADN. Cet ADN, il est produit par les microzymas. Et là, on a une publication de 2013. Mais ça aurait dû être la révolution quand on a vu ça. Mais on a enterré. Et voilà. Et la génétique, elle a pris le pas sur le vivant. C'est grave. On parle de, je vous disais tout à l'heure, les virus, les gènes viraux, d'ailleurs on analyse les gènes viraux, ils sont temporaires. Et puis en plus, on analyse des fragments qu'on reconstitue par ordinateur. Enfin, il y a plein de choses qui sont à réfléchir. J'apporte d'autres éléments aussi dans mon livre à ce sujet. Voilà, les acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, ce sont des molécules, c'est de la matière inerte. Donc c'est pratique d'avoir un code. D'avoir un code pour fabriquer des protéines, entre autres. C'est bien, c'est l'efficacité cellulaire, ça. Mais ils ne sont pas le maître d'œuvre. Tout ce qui se produit dans l'organisme, c'est grâce aux microzymas. Et on les ignore.
Et donc, les microsémas, et s'il y en a qui se posent la question, c'est ils sont tellement petits que des fois, vous ne pourrez pas porter d'ADN. Et ça, c'est un des critères du vivant des scientifiques. Ils se disent, s'il n'y a pas d'acide nucléique, s'il n'y a pas d'ADN, s'il n'y a pas de gène, ça ne peut pas être quelque chose de vivant. Parce que c'est encore un dogme. Si les microsémas produisent l'ADN, comment ils produisent l'ADN? C'est qu'ils ont quelque part l'information en eux. Elle n'est pas sous la forme de gènes. Ça veut pas dire que les microsémas ne contiennent pas de gènes, puisque, bon, sans doute, ce qu'on prend pour des virus, il y a des gènes dedans, mais peut-être qu'ils produisent occasionnellement en fonction du besoin de l'organisme. Alors, l'épigénétique, ben justement, cette fameuse lettre, j'ai écrit une lettre au professeur Raoult. Alors, enfin là, c'est une réalité, l'exome qui code l'ADN cellulaire est très grand, mais il n'y a que 1% qui code pour les protéines dans la cellule. Le reste, c'est ce qu'on appelle des petites séquences multiples. On peut les retrouver 1000 fois, 100 000 fois. Elles sont répétées comme ça dans l'ADN. Et on se demande ce qu'elles font là. On ne sait pas. Et alors, Didier Raoult explique qu'elles sont intégrées progressivement. Et pour lui, c'est des séquences virales. Et donc, pour un virologue, les séquences virales, elles viennent de l'extérieur. Et pour Didier Raoult, on est particulièrement perméable et il y aurait une forme de contagiosité permanente. Alors là, j'ai écrit une lettre suite à ça, pour lui expliquer. Alors vous avez l'adresse à l'accueil de mon site, vous la verrez, mais je ne fais pas dessus parce que c'est un peu fastidieux pour aller, puis de toute façon, je ne vais pas vous la lire, vous pourrez la lire si vous êtes intéressé. Par contre, je vous explique en gros comment on peut interpréter tout ça sous l'angle microsémien. Les microsémas, ils auto-assemblent l'ADN. On l'a vu, publication de 2013. Donc, ils produisent probablement, je ne peux pas l'affirmer, le microbiome interne, c'est-à-dire les gènes dits microbiens, viraux, bactériens qu'on trouve, mais en particulier les séquences virales ALE1, LIN. Et donc, s'ils les produisent, ça vient de nous. Et Béchamp, il montre vraiment que nos barrières naturelles sont efficaces. Et que les micro-organismes, les germes internes, nous sont propres. Je prends l'expérience le jaune d'œuf, toujours, puisqu'on parle du jaune d'œuf. Déjà, Béchamp, il avait essayé d'avoir des moisissures dans le blanc, puis de voir ce qui se passait. Et en fait, il analyse le jaune d'œuf, il ne se passe rien dans le jaune, il n'y a rien qui passe. La petite barrière fine qui protège le jaune, c'est pas gros, hein? Il n'y a rien qui passe. Il a fait une autre expérience, il a pris le jaune, donc il l'a isolé, c'est délicat à faire, hein? Il l'a laissé dans l'eau. Petit à petit, il y a des bactéries qui se sont développées, des vibrions, il appelle ça. Plein de choses qui se sont développées, l'eau était putride. Le jaune s'est gonflé sans que la membrane ne casse. Au bout d'un certain temps, il a fait couler un filet d'eau pour nettoyer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien autour du jaune. Et il a découpé, il a regardé ce qu'il y avait dans le jaune. Le jaune, il était toujours identique à lui-même. Il avait gonflé d'eau, mais pas plus. Il avait toujours ses microzymas, ses granulations. Voilà. Et ce que je dis, c'est que vous croyez vraiment que nos poumons ne seraient pas aussi bien protégés ?
À aucun moment, les scientifiques contemporains ne démontrent la moindre introduction de virus ni de gènes viraux. Alors, vous savez comment on appelle quand il y a deux personnes qui sont malades, d'une grippe par exemple? On va dire qu'on va retrouver le gène, la séquence virale d'un individu à l'autre. Et on appelle ça le transfert horizontal. C'est-à-dire que le gène il sauterait d'un individu à l'autre. En gros, enfin bon, c'est par le biais des virus, etc. Mais ça, c'est des explications, tout ça. En réalité, la première question que j'ai posée, tiens, après avoir lu Béchamp, j'ai demandé à une scientifique, je lui ai dit, mais on retrouve vraiment exactement les mêmes séquences d'un individu à l'autre? Elle m'a dit non, jamais. Jamais on ne retrouve les mêmes séquences d'un individu à l'autre. J'ai dit, bon, un point pour moi, un point pour Béchamp. J'ai dit là, bon, pour moi, c'est des séquences de l'individu. Voilà. Donc, ce qu'on appelle transfert horizontal, c'est quoi? On a tous des yeux, des cheveux, on a tous des mains, on a tous... Voilà. Eh bien, on a des séquences géniques qui se ressemblent. C'est de la ressemblance. C'est pas un transfert. Hein. La ressemblance, et c'est propre à chacun. C'est du soi. C'est Antoine Béchamp, il expliquait que un micro-organisme qu'on injecte dans un autre organisme ne s'y développe pas. Il peut éventuellement, si on l'injecte avec un certain milieu, il peut provoquer une dyscrasie, un déséquilibre qui va provoquer une réaction des microzymas d'individus. Mais c'est comme une greffe. Les micro-organismes externes ne se développent pas dans nos organismes parce qu'ils ne sont pas chez eux. Bon, et la vie dans tout ça? Mais je reviens, il faut que je justifie le titre de la conférence aussi. On a parlé vous vous souvenez? Je parlais de la source lumineuse de la vie. Alors, il faut savoir que les microzymas, quand on les observe, vous avez vu, ils sont brillants, hein? Ils sont tout brillants. Selon Antoine Béchamp, les microzymas sont l'élément vital sans lequel il n'y aurait aucune matière vivante. Et pourtant, je vous parlais de matière inerte. Il les a analysés, bien sûr. Il a vu qu'ils étaient constitués de 80% d'eau, de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de minéraux. Donc, comme tous les organismes vivants. Et ça, c'est de la matière inerte encore. Pourtant, ils travaillent ensemble à nous construire, à nous animer, à nous régénérer. Le temps d'une vie. À notre mort, ils nous survivent et ils agissent alors de manière égoïste, de façon autonome, à nous déconstruire, à nous putréfier comme de simples ferments. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier pour être capables? Ce sont des ferments de vie, mais ils ont quelque chose de particulier. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, et Antoine Béchamp, lui, s'interrogeait sur leur particularité. Voilà ce que dit Antoine Béchamp. Alors lui, c'est une réflexion de sa part. Hein. De même que les matières diverses qui entrent dans la composition d'une machine ne sont pas cette machine, de même, les composés chimiques qui servent à former les microzymas ne sont pas ces microzymas. Sans forcer l'analogie, on peut dire que le microzyma est ce qu'il est, non pas seulement grâce aux propriétés de la matière qui le compose, mais par sa structure, par la loi qui lui a été imposée, par la nature du mouvement qui lui a été communiqué. La matière par elle-même n'y est pour rien, elle est inerte, mais mobile, subissant l'impulsion qui lui est donnée, lui obéissant, mais ne pouvant se l'attribuer. D'où ça vient? Là est la question.
Qu'est-ce qui les rend vivants? Ils ont quelque chose de particulier. Eh bien ça intrigue. Il y a de quoi se poser des questions. Qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qui nous rend vivants? Puisque ce sont les microzymas. Je parle de nous animer. Anima, c'est le principe vital, c'est l'âme. Et les microzymas pourraient bien être l'interface entre le subtil et la matière vivante. En s'y intéressant, les scientifiques pourraient enfin amener la science aux confins les plus subtils. Encore faut-il qu'ils le veuillent. Et il est grand temps de dépasser les limites qui lui ont été fixées, parce qu'elles sont fixées, ces limites. Ce n'est pas le souhait de tous les scientifiques. Mais il y a de quoi, en s'intéressant aux microzymas, il y a de quoi aller très très loin. Voilà. Je vous montre le livre d'Antoine Béchamp qui fait plus de 1000 pages, celui-là. Il y en avait d'autres, il y en a d'autres qui m'ont servi aussi au passage. Donc on ne va pas se contenter de 1000 pages quand même. Donc voilà, et ce que j'en ai fait, c'est un petit livre très concis pour essayer d'amener, et destiné beaucoup aux scientifiques, mais à tout le monde en fait, parce que j'amène la démonstration de la théorie de Béchamp et j'apporte les preuves de ce qu'il a démontré. Voilà, donc ce petit livre, j'en ai quelques-uns, si vous voulez, j'en ai à vendre, il est à 10 €. Voilà, je pourrais vous mettre une petite signature devant pour ceux qui veulent. Voilà. À vous la main, je vous remercie pour votre attention. Je pense que vous avez des questions, des réactions. Oui. J'aimerais savoir comment se positionnent les biophotons par rapport aux microzymas. Photons régénéroactifs ou dégénéroactifs. Ce sont aussi des particules qui seraient vivantes. Pardon, je n'ai pas compris. Oui, comment se situent les biophotons? Ah, mais oui. Les biophotons, ils transportent l'information. Alors justement, je pense que les biophotons transportent l'information. J'ai un ami qui s'appelle Olivier Salière qui travaille justement sur les biophotons et qui se pose beaucoup de questions et qui essaie de mesurer justement l'émission des biophotons par les microzymas en particulier. Voilà, il est en train de travailler là-dessus. Par rapport à certains microzymas, créerait la maladie en réalité, et donc l'épigénétique a une importance fondamentale. Oui, tout à fait. Hein. Mais elle est interne. Oui, c'est ça. Elle est interne, et c'est vrai que l'ADN, il y a le dogme de l'ADN, le rôle central de l'ADN, c'est devenu un dogme. Et on a du mal. Il y a des gens qui font de l'épigénétique, qui ne cessent de dire que tout part plutôt par l'ARN pour remonter à l'ADN. Et oui, c'est fondamental. En fait, l'épigénétique, le point de départ, c'est les microzymas, comme pour tout le reste. Hein. Moi, je suis à un niveau un peu plus haut. Enfin, moi, vous êtes dans le monde du tout petit. Mais par exemple, quelqu'un qui a une gastro, il va chez quelqu'un, tout le monde a la gastro. Comment vous expliquez ça alors? La contagion. Moi, je suis dans. Voilà, la contagion? Ben oui, la contagion, parce qu'on serait malade que de nous-mêmes, mais des épidémies, tout ça, enfin voilà, c'est que des inventions. Enfin, pour moi, j'ai un peu de mal avec ça. Je suis infirmière, je suis désolée, je suis carrée, mais bon, voilà. Enfin, de pasteur, hein, c'est comme ça. Mais voilà, j'ai un peu de mal avec ça, et puis dans le style que. Avant, les médecins ne se lavaient pas les mains, on ne se lavait pas les mains, et il y avait plein de morts de femmes qui étaient infectées, et il y avait beaucoup de décès en couche. Est-ce que c'est que des idées ou des reçus? Moi, j'ai un problème avec ça. Vous avez l'air de dire que la maladie, on l'a qu'à l'intérieur de nous, mais qu'on ne la partage pas avec les autres. Ah, mais attention, le chirurgien, Antoine Béchamp, il disait aux chirurgiens, protégez les microzymas de votre malade. Voilà, on peut les... Voilà, je veux dire, il peut y avoir... La maladie, on ne la fabrique pas que nous, on peut la passer aux autres, quoi. C'est ça que je veux dire. Non, je ne crois pas. Eh bien, moi, pas de cette manière-là. Je vous montre quelque chose, là. Alors, je vous mets
une vidéo là, ça dure pas longtemps. Est-ce que vous connaissez les expériences de Rosenau? Ils n'ont jamais pu prouver qu'une simple bactérie pouvait rendre une personne malade. Ils trouvaient la bactérie et les personnes malades. Mais ils ne pouvaient pas rendre les gens sains malades en les exposant à cette bactérie. La santé publique a fait une grande étude pour essayer de prouver que la grippe espagnole était contagieuse et ils ont complètement échoué. Ils ne pouvaient pas rendre les gens sains malades en les exposant à des gens malades. Ils ont pris le sang de personnes malades et l'ont mis dans des personnes saines. Ils ont fait cracher des personnes malades sur des personnes saines. Ils ont pris du mucus de personnes malades et l'ont mis dans des personnes saines. Et dans aucun cas, ils n'ont pu rendre une personne saine malade en l'exposant à une personne malade. Jetons un coup d'œil à cet article et voyons par nous-mêmes. Ok, donc nous avons des volontaires de la marine à Boston Harbor. Ok, les volontaires, environ 30 ans. Tous étaient en bonne condition physique. Oui, une centaine d'entre eux. Ok, donc ils ont administré le bacille de Pfeffer en quantité modérée dans les narines de quelques volontaires. Voyons voir, un CC vaporisé dans chaque narine et dans la gorge, tout en inspirant et sur l'œil. Aucun d'entre eux n'a été malade. La narine est soufflée vigoureusement dans le bac. On répète ensuite l'opération avec l'autre narine, puis le patient se gargarise avec la solution. Ensuite, des injections de sang. 10 cc de sang total ont été injectés à chacun des 10 volontaires. Aucun d'entre eux n'est tombé malade, de quelque manière que ce soit. Le volontaire a été conduit jusqu'au lit du patient, a serré sa main, s'est approché le plus possible. Puis le patient a expiré aussi fort qu'il le pouvait alors que le volontaire était nez à nez avec lui. Il a reçu le souffle expiré et a inspiré en même temps que le patient a expiré. Après avoir fait cela 5 fois, le patient a toussé directement dans le visage du volontaire, face à face, 5 fois différentes. Aucun d'entre eux n'a été malade de quelque manière que ce soit. Eh bien, ce n'est certainement pas faute d'avoir essayé. Nous pouvons affirmer catégoriquement que la grippe espagnole n'était pas contagieuse.